20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline pour évoquer nos carnets de campagne avec Victor Chabert. Victor, à gauche, la campagne d'Anne Hidalgo ne décolle pas, elle plafonne entre 5 et 6% et cela commence à inquiéter les socialistes. Oui, Laurence, une déclaration de candidature, ensuite une proposition phare, doubler le salaire des enseignants, et puis plus rien. La maire de Paris se fait très discrète, mais pour le premier secrétaire Olivier Faure, pas question de remettre en cause sa candidature. Aujourd'hui, Olivier Faure, vous cherchez pas de plan B à Anne Hidalgo ? Absolument pas. Pourquoi un plan B ? En fait, il y a une élection qui a lieu le 14 octobre, donc dans quelques jours, où les militants socialistes trancheront entre les différents candidats à la candidature. Et à ce moment-là, une fois que nous aurons un candidat ou une candidate, nous partirons ensemble en campagne. Alors, elle est la candidate d'Olivier Faure, il la soutient ouvertement du Parti Socialiste, mais elle n'est pas encore désignée officiellement par les militants, et Anne Hidalgo ne fait pas l'unanimité. Stéphane Le Foll, ancien bras droit de François Hollande, pourrait être candidat à l'investiture face à elle. Il y a peu de chances qu'il la batte, l'état-major est avec la maire de Paris, et les cadres historiques multiplient les déclarations d'amour à son égard, comme Martine Aubry hier. Je vous ai dit que je soutenais Anne Hidalgo, et je soutiens Anne Hidalgo. Pourquoi ? Bien parce que c'est une femme qui est écologiste, ça, on le sait depuis longtemps. Elle a d'ailleurs été reconnue par de nombreuses instances internationales sur ce sujet. On voit ce qu'elle a fait à Paris. Mais surtout, parce qu'Anne, elle a dans son ADN le social. D'ailleurs, c'est de Lille que la campagne d'Anne Hidalgo doit redémarrer. Après son adoubement par les militants, elle prévoit l'organisation d'une grande convention pour une république sociale et écologique. Le 23 octobre, les socialistes n'ont plus les locaux de Solferino, mais en ont bien gardé les pratiques. Merci Victor Chabert pour ce carnet de campagne. Céline Pina, à gauche, le Parti Socialiste n'a donc pas de plan B à Anne Hidalgo. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres candidats face à elle. On voit qu'il n'y a pas de dynamique pour l'instant. Oui. La dynamique est évidemment du côté des Verts et de Yannick Jadot. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, il y ait une alliance entre ces deux pôles de gauche ? Là, parti comme c'est pas une alliance. Ce sera le PS comme force supplétive d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, quand on a une telle disproportion de forces respectives et puis un tel passif relationnel, je crains que Europe Écologie Les Verts ne présente une facture sacrément salée au Parti Socialiste, qui n'aura probablement pas d'autre choix que d'encaisser sa perte. Déjà, faire redémarrer une campagne... En général, ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes obligé de faire 2 lancements, c'est que le produit n'est pas bon. La question, c'est que quand bien même ils voudraient changer de monture, ils n'en ont pas énormément. Il y a peut-être François Hollande qui est en embuscade. Ça se murmure. Alors, ok, mais quand on a été président de la République, venir remplacer quelqu'un qui a de 4 à 6% d'intention de vote, quand soi-même on ne s'est pas représenté parce qu'on pensait qu'on allait perdre, je crains que ça n'ouvre aucune dynamique. Je crois que François Hollande est suffisamment intelligent pour ne rien aller faire dans cette galère. Non, Vous n'y croyez pas. Maxime Liédot, à gauche. Moi, je suis sincèrement un peu inquiet de l'état de la gauche, parce que surtout, je vois un peu comme vous tous les jours dans les journaux des sujets préoccupants qui pèsent sur les foyers les plus modestes, pour la faire courte, et je suis étonné sincèrement qu'aucun candidat de gauche ne se précipite pas dessus. Il y a une essence qui augmente. Non, mais exactement, et sur le pouvoir d'achat, mais exactement sur l'essence, je n'en parle même pas. On a parlé, mais exactement, mais c'est exactement ça, la facture d'énergie flambe. Mais c'est exactement ça, la facture d'énergie flambe. On a des chèques énergie qui tombent, mais le chèque énergie, c'est seulement pour les gens qui gagnent pas plus de 900 euros par mois, mais est-ce que quand on en gagne 1000 ou 1100, on s'en sort un peu mieux ? Je suis pas sûr. Donc ça, c'est des vrais sujets. Quand il y a des chefs d'entreprise, alors je sais que c'est un peu un tabou à gauche, mais qui disent qu'ils sont obligés de refuser des chantiers, voire de virer du monde dans leur entreprise parce que l'importation de matériaux ou certaines matières premières coûtent tellement cher à cause de l'inflation qu'ils sont obligés d'annuler des chantiers. Pour moi, ça, c'est des préoccupations du quotidien, même avec les factures d'énergie. J'ai vu aucune personne de gauche digne de ce nom dire que déjà le choix du président, c'était pas un blocage des prix, mais plus un lissage, ce qui dit qu'on va quand même la payer dans quelques mois, ce qui n'est pas la même chose. Et j'ai entendu personne parler de l'indépendance énergétique pour éviter de dépendre de futures centrales à charbon ou du gaz russe. Donc vous voyez, tous ces sujets pour moi sont à mon sens de véritables préoccupations quotidienne, parce que ça pose, alors ça, on va dire que ça pèse de manière plus ou moins forte en fonction des portefeuilles, mais ça pèse sur tous les portefeuilles, et qu'un candidat digne de ce nom à gauche ne les porte pas, sincèrement, ça m'inquiète, et ça me, voilà. Et que la gauche n'essaie pas ni de parler aux classes populaires, ni aux classes moyennes. Ça aussi, parle donc. Pierre Lycien, c'est un vrai sujet.
En même temps, vous êtes à droite, donc vous n'allez pas en dire du bien. Attendez, justement, c'est justement parce que je suis à droite et que je me revendique de droite que je parle aussi bien aux classes moyennes et aux classes populaires. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, la France est à droite et que la gauche n'imprime pas sur ces sujets-là. Je ne tirerai pas cependant sur sur l'ambulance de la gauche et encore moins sur celle d'Anne Hidalgo, pour une raison simple, c'est que d'abord, j'ai connu par le passé des candidats qui étaient annoncés à 3 ou 5% et qui, in fine, se sont avérés être soit président de la République, aka François Hollande, monsieur 3%, soit candidat de la droite aux élections présidentielles, monsieur Fillon, que j'avais soutenu en 2016, qui est passé de 5 à... Mais il y avait des dynamiques qui avaient été enclenchées au préalable, d'ailleurs par le biais de primaires. Par le biais de la primaire, absolument. Bien sûr. Mais oui, mais alors, on peut refaire un débat sur la primaire, effectivement, vous avez raison. Sur la stratégie de campagne d'Anne Hidalgo, honnêtement, effectivement, vous avez une formule très juste qui était de dire lorsqu'on en est à faire 2 lancements, c'est que le produit n'est pas bon. Effectivement, Anne Hidalgo, elle a lancé sa campagne d'abord pas tant sur l'augmentation le doublement des salaires des professeurs que sur la proposition de réduction de la vitesse sur les autoroutes. Et ça, instantanément, vous avez eu un effondrement dans les sondages. Il y a des sujets comme, je sais pas, sur lesquels il faut certainement pas toucher, tout du moins pas en début de campagne, pas en lancement de campagne. des 80 km/h. De campagne. Il y a autre chose. Oui, mais c'est peut-être totalement anecdotique, mais il n'empêche que ça a été la première proposition annoncée par la candidate Hidalgo. C'est un problème quand la priorité est minuscule. C'est pour ça que je parle de stratégie de campagne. Je ne parle pas de fond. Mais sur le fond, revenons-en au fond. Moi, il y a une chose qui m'interpelle sur la candidature d'Anne Hidalgo. Regardez, à l'époque, lorsque Jacques Chirac s'est présenté à la présidence de la République, il était maire de Paris. Et il a dit une chose très juste, en tout cas qui lui a permis certainement d'être président de la République après, c'est de dire ce que j'ai fait pour Paris, je veux le faire pour la France. Et ça a parlé aux Français, à l'ensemble des Français. Dans un autre registre, Valérie Pécresse, qui s'est présentée au mois de juillet à la présidence de la République, elle a dit ce que j'ai réussi à faire en Île-de-France, à transformer l'Île-de-France, je veux pouvoir réussir à le faire pour la France. Et donc Anne Hidalgo, aujourd'hui, Anne Hidalgo, quand elle se déclare à la présidence de la République, elle dit, elle fait savoir à ses proches, elle dit à ses proches, vous me parlez de tous les sujets, sauf des sujets parisiens. Je ne veux surtout pas qu'on me parle des sujets parisiens, de la saleté, du crack, de Saccage Paris, de son bilan au fond. Et donc, forcément, à ce moment-là, comment est-ce que vous voulez incarner quelque chose pour la France si vous-même, vous n'êtes pas serein sur votre bilan au local? Mais on est à une époque où Paris est une ville qui rayonne. Et dire ce que je ferai pour Paris, je le ferai pour la France, c'est se positionner en disant avec moi la France va rayonner, la France sera puissante. Aujourd'hui, c'est un discours qui n'est plus à la portée de personne. La question, c'est plutôt de se relever d'une forme de déclin. Donc déjà, de toute façon, même si la ville fonctionnait à peu près, elle ne pourrait pas rester sur des slogans aussi simplistes. Les Français attendent vraiment autre chose, attendent des lignes de force un petit peu plus construites. Ce que disait Maxime est très juste. On a toute une classe moyenne aujourd'hui qui se sent abandonnée. C'est cette classe moyenne qui s'est révoltée, notamment pendant les Gilets jaunes. C'était des gens qui expliquaient qu'ils ne pouvaient pas vivre de leur travail et qu'ils ne voulaient pas vivre des minima sociaux. C'était des gens qui étaient extrêmement opposés, notamment au revenu universel, parce qu'ils avaient un lien avec le travail qui était très fort et qui était un lien tout aussi moral que matériel. Or, aujourd'hui, la gauche, quand elle va sur les sujets de travail, elle propose un revenu universel qui est quelque chose qui est rejeté par ces classes moyennes. Ces classes moyennes, elles ont énormément investi l'école. Elles attendent un discours sur l'éducation nationale. Elles trouvent que l'école est en train et elles n'ont pas tort, de ne plus offrir des promesses. Ça fait des années que l'ascenseur social est bloqué. Là-dessus, il n'y a aucun discours de la part de la gauche. Il faut comprendre qu'elle en soit à 5-6% est méritée. Mais je suis d'accord avec vous. Quelles sont les formations politiques aujourd'hui qui parlent de la valeur travail et de la revalorisation du valeur travail et non pas de l'assistanat? Quelles sont les formations politiques qui parlent à nouveau de l'école et de remettre de l'autorité à l'école? C'est pas malheureusement, c'est pas la gauche, alors qu'historiquement ça devrait être dans l'ADN de la gauche. C'est ça, il n'y a pas de discours. La droite en parle pour le coup. Allez, on aura l'occasion d'en redébattre dans Punchline. Merci Alicia, Maxime Liegdo, Céline Pina, merci d'avoir participé à Punchline sur Europe 1. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour son émission culte Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1, à demain, 18h pour Punchline.